J'ai acheté ma maison comptant, mais la banque menace de saisie pour un prêt impayé de 200 000 euros. Stupéfaite, je découvre que ma propre famille a falsifié ma signature, convaincue que j'assumerais la dette pour préserver la paix. La banque a appelé à 14h47. La voix d'un homme m'a glacé le sang, nous vous appelons concernant la saisie de votre domicile. Le problème ? Je n'avais aucun prêt immobilier. J'avais acheté cette maison entièrement comptant. 19 minutes plus tard, je me tenais dans le jardin de mes parents, fixant un pick-up flambant neuf et une cuisine fraîchement rénovée. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit calmement, « La famille utilise simplement ce qui appartient à la famille. » Je m'appelle Camille Dupont. J'ai 34 ans. Et jusqu'à exactement 14h47 cet après-midi-là, je pensais avoir bâti une vie totalement à l'abri des mauvaises surprises. J'étais assise à mon bureau au bureau d'évaluation des subventions publiques de la région, à Lyon, à mi-chemin d'une pile fastidieuse de propositions de financement municipal, quand le voyant rouge de la messagerie vocale de mon téléphone professionnel a commencé à clignoter. C'était un petit clignotement rythmé et agressif. J'ai décroché le combiné et tapé mon code. La voix à l'autre bout du fil appartenait à un représentant d'une grande banque nationale. Son ton était parfaitement mesuré, poli, mais portait la froideur incomparable d'une finalité administrative. Il a déclaré qu'il appelait concernant une mensualité de prêt immobilier qui accusait un retard de 90 jours. Il s'agissait, a-t-il souligné d'une voix suave, d'un ultime avertissement de courtoisie avant que la banque n'entame une procédure officielle de saisie immobilière de la propriété. J'ai cessé de respirer. Le tableau de bord sur mon écran s'est dissous en un flou de couleurs dénué de sens. Je vis dans une maison de 3 chambres dans le quartier résidentiel de Montchat. J'ai acheté cette maison en 2020. Je l'ai payée entièrement comptant en utilisant le moindre centime que j'avais agressivement économisé depuis la fin de mes études, combiné aux modestes dividendes d'une start-up technologique pour laquelle j'avais travaillé. Il n'y avait pas de prêt immobilier. Il n'y avait pas de créancier. Je possédais les murs, le toit, le parquet et la terre sous les fondations, de manière totalement libre et quitte. Mes doigts semblaient engourdis, presque déconnectés de mon cerveau alors que je composais le numéro de rappel fourni dans le message. Après une attente insoutenable rythmée par un jazz d'ambiance joyeux et sans âme, un représentant nommé Mathieu a pris l'appel. Ma voix était étonnamment stable pendant que j'expliquais l'erreur. Je lui ai donné mon adresse. Je lui ai dit que je possédais ma maison en totalité. J'ai entendu le cliquetis sec et rythmé de son clavier à travers le casque. Puis Mathieu a soupiré. C'était une petite inspiration courte et nette qui m'a retourné l'estomac. Il m'a informé qu'il n'y avait aucune erreur de leur côté. Selon l'écran devant lui, un prêt hypothécaire de refinancement de 200 000 euros avait été approuvé, finalisé et intégralement décaissé. Les documents, m'a-t-il expliqué, avaient été soumis en personne dans une agence locale. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, secouant la tête. Même s'il ne pouvait pas me voir, je lui ai dit que c'était fondamentalement impossible. Je n'avais pas mis les pieds dans une agence bancaire physique depuis plus de 3 ans. Mathieu a fait une pause. J'ai pu entendre l'hésitation, le passage soudain d'un service client de routine à un contrôle des dommages en état d'alerte maximale. Il a déclaré que les documents de prêt n'avaient pas été signés directement par moi. Ils avaient été exécutés par 2 individus agissant en vertu d'une procuration juridiquement contraignante. J'ai exigé les noms. Mathieu a hésité à nouveau, invoquant les protocoles de confidentialité et la sécurité du compte, mais ma voix a baissé d'1 octave. Elle s'est aiguisée comme une lame, chargée d'une panique pure et absolue. Je lui ai dit que c'était ma maison, ma soi-disant dette, et j'ai exigé les noms des signataires immédiatement. Mathieu s'est raclé la gorge et les a lus, Patrice Dupont, Martine Dupont. Mon père, ma mère. Je n'ai pas argumenté avec Mathieu. Je n'ai pas crié et je n'ai pas demandé à parler à un responsable ou au service des fraudes. J'ai simplement raccroché le combiné. J'ai pris mes clés de voiture dans le tiroir du haut de mon bureau, j'ai attrapé mon sac à main et je suis sorti du bâtiment. Je n'ai pas dit à mon supérieur que je partais plus tôt. Je n'ai pas regardé mes collègues. J'ai juste avancé, propulsé par un choc froid et mécanique.
Le trajet du centre-ville de Lyon à Écully, la banlieue chic où j'ai grandi, prend généralement 45 minutes dans la circulation de l'après-midi, je l'ai fait en moins de 30. Les pneus de ma berline fredonnaient un rythme frénétique et agressif contre l'asphalte pendant que mon esprit tournait à toute vitesse. Essayant désespérément d'assembler les pièces d'un puzzle que j'avais activement ignoré pendant des semaines, je me suis souvenu d'un repas dominical, il y a un peu plus d'un mois. Ma mère, Martine, s'était montrée inhabituellement intéressée par l'organisation de ma maison. Au moment du dessert, d'un ton léger et presque désinvolte, elle m'avait demandé où je gardais mes documents importants. Elle s'était demandé à voix haute si j'avais investi dans un bon coffre-fort ignifuge. Elle avait demandé avec un petit rire si l'acte de propriété original de ma maison traînait dans un simple meuble de classement fragile. À l'époque, j'avais pensé qu'elle était juste fidèle à elle-même, envahissante et dispensant des conseils non sollicités à sa fille adulte. J'avais levé les yeux au ciel. Je lui avais dit que tout était en sécurité. Je lui avais dit exactement où le coffre-fort était boulonné au sol de mon placard. La boule dans mon ventre s'est alourdie, devenant aigre et pesante. Ce sentiment de désastre imminent ne m'était pas tout à fait étranger. C'était la même angoisse nauséabonde qui m'envahissait chaque fois que mon petit frère, Damien, causait une catastrophe. Qu'il accidente une voiture sans assurance, qu'il accumule des dettes de carte de crédit à 5 chiffres, ou qu'il se fasse renvoyer d'un énième emploi pour ses retards répétitifs, mes parents accouraient toujours pour amortir sa chute. Et d'une manière ou d'une autre, le nettoyage devenait toujours magiquement ma responsabilité. Les attentes chez les Dupont étaient tacites, mais gravées dans le marbre, Camille est la personne responsable. Camille a des économies. Camille va arranger ça. Mais il ne s'agissait pas de tirer discrètement Damien d'un mauvais pas. Il ne s'agissait pas de lui prêter l'argent du loyer que je savais ne jamais revoir. C'était une violation d'une ampleur que je n'arrivais pas à assimiler complètement. Alors que je quittais l'autoroute, mon cerveau a mené une bataille désespérée pour construire un pont de logique innocente. Peut-être s'agissait-il d'un stratagème élaboré d'usurpation d'identité. Peut-être que quelqu'un avait volé l'identité de mes parents ainsi que la mienne. Peut-être était-ce une erreur administrative catastrophique au bureau du cadastre. Mais la voix de Mathieu résonnait sans relâche dans ma tête, 90 jours de retard. La banque envoyait des avis de retard depuis 3 mois. Où était-il ? Je vérifiais religieusement ma boîte aux lettres. Je n'avais pas reçu un seul courrier, pas un seul avertissement concernant un prêt immobilier ou un crédit. Mon adresse de facturation avait dû être modifiée. Mon numéro de téléphone de contact avait dû être détourné. La réalisation m'a frappé avec la force d'un coup physique dans les côtes. On ne détourne pas accidentellement le courrier de quelqu'un pendant un trimestre. On ne falsifie pas accidentellement un document de procuration. C'était une embuscade calculée et délibérée. J'ai tourné dans l'allée des Érables, la rue riche et calme où mes parents vivaient depuis plus de 2 décennies. Les pelouses étaient parfaitement taillées, d'un vert éclatant malgré la chaleur. Les maisons étaient vastes, confortables et silencieuses. Je me suis garé le long du trottoir, juste devant leur maison de style traditionnel si familière. J'ai mis le levier de vitesse sur la position parking et j'ai coupé le moteur. Pendant un long moment, je suis restée assise là. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient d'un blanc pur contre le cuir sombre. Je me suis forcée à regarder la propriété. Les signes étaient là, flagrants, des signaux lumineux d'une richesse soudaine et inexplicable que j'avais d'une manière ou d'une autre manqué ou choisi d'ignorer lors de ma dernière courte visite. Garé de manière agressive au centre de l'allée se trouvait un pick-up robuste. Il était brillant, noir et massif. Le genre de véhicule qui coûte facilement aussi cher qu'une voiture de sport de luxe. Il avait même encore un énorme nœud rouge ridicule de concessionnaire attaché sur la calandre avant. J'ai tourné mon regard vers le portail latéral. À travers les lattes de bois, je pouvais voir le jardin, une immense pergola sur mesure en cèdre, quelque chose dont mon père s'était plaint pendant des années comme étant beaucoup trop cher à installer, s'étendait maintenant élégamment au-dessus de la terrasse. En dessous se trouvait une toute nouvelle cuisine d'extérieur en acier inoxydable étincelante. Mes yeux ont dérivé vers la maison elle-même. Par la fenêtre de devant, je pouvais voir la cuisine. Les vieux placards en chêne délavé avaient disparu.
À leur place se trouvaient des placards blancs sur mesure, des plans de travail en quartz étincelant et une cuisinière à gaz professionnelle. Tout était là. Les 200 000 € n'étaient pas du tout une erreur administrative. Ils étaient garés dans l'allée, construits sur la terrasse et vissés au mur de la cuisine. J'ai détaché ma ceinture. Le choc frénétique et confus qui m'avait fait sortir de mon bureau avait totalement disparu à présent. Il s'était évaporé, laissant place à une clarté dure et tranchante comme du diamant. J'ai ouvert la portière et posé le pied sur le bitume brûlant. J'étais prête à entrer dans la maison où j'avais grandi et à en arracher le moindre mensonge, pièce par pièce. J'ai poussé la lourde porte d'entrée en chaîne sans frapper. La climatisation a frappé mon visage, transportant l'odeur inconnue et prononcée du polyuréthane fraîchement sec et le riche arôme d'un bœuf bourguignon qui mijotait. Je suis entrée dans le hall et je me suis figée. Les photos n'auraient pas rendu justice à la rénovation. Le mur séparant la salle à manger et la cuisine avait été complètement démoli. À sa place se dressait un énorme îlot central en quartz, baigné par la lueur chaleureuse de suspension en laiton brossé. Ma mère, Martine, se tenait devant une cuisinière industrielle à 6 feux, remuant une marmite. Elle portait un chemisier en lin impeccable et un sourire décontracté. Elle a levé les yeux, l'air totalement imperturbable, comme si mon apparition soudaine un mercredi après-midi était parfaitement routinière. « Camille, quelle agréable surprise !» a-t-elle gazouillé en s'essuyant les mains sur un torchon. « Je prépare un bourguignon. Tu restes pour le dîner ? Il y en a plein. » J'ai ignoré la question. J'ai gardé une voix monocorde et terriblement calme. « Où avez-vous trouvé l'argent ? » Le sourire de Martine n'a pas vacillé, mais ses yeux se sont dirigés vers les portes coulissantes en verre. Quelle question stupide. Ton père a économisé. Nous avons décidé qu'il était enfin temps de rénover cette vieille maison. Assieds-toi. Laisse-moi te servir un verre de vin. Ne me sers rien, ai-je cinglé. J'ai vu le pick-up avec le nœud sur la calandre. J'ai vu la pergola derrière. Je viens juste de raccrocher avec la banque. Maman, où avez-vous trouvé l'argent ? La porte coulissante a cliqueté avant qu'elle ne puisse répondre. Mon père, Patrice, est entré, s'essuyant la sueur du front. Il m'a regardé, puis ma mère, lisant instantanément la tension dans la pièce. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air agacé. Pas besoin d'interroger ta mère, a dit Patrice en se dirigeant vers le réfrigérateur et en sortant une bouteille d'eau. Nous avons mobilisé un actif. La famille avait besoin d'une injection de liquidité et nous avons utilisé ce qui était à notre disposition. Vous avez utilisé ma maison, ai-je affirmé. Les mots avaient un goût de cendre. Vous avez contracté un prêt sur une propriété qui ne vous appartient pas. Patrice a dévissé le bouchon de sa bouteille d'eau et a pris une longue gorgée. Nous avons temporairement emprunté un peu de capital. Ce n'est pas un drame. Nous allons le rembourser. Les familles s'entraident, Camille, c'est comme ça que le monde fonctionne. J'ai dévisagé l'homme qui m'avait élevé, ressentant une déconnexion profonde et nauséeuse. Il parlait comme s'il avait emprunté une tondeuse à gazon, et non commis un crime financier massif. Vous avez falsifié ma signature, ai-je dit, la voix montant d'un ton. La banque a dit que les documents ont été signés en personne. Comment avez-vous fait ? Comment avez-vous convaincu un créancier de vous remettre une telle somme d'argent sans que je sois dans la pièce ? Martine s'est avancée, les mains fermement croisées devant elle. Nous n'avons rien falsifié, ma chérie. Nous avons utilisé la procuration. Celle que tu avais signée pour nous. Mon cerveau a percuté un mur de briques. Un souvenir a refait surface, net et totalement hors contexte. 3 ans plus tôt, je m'étais déchiré les ligaments croisés au ski. J'avais besoin d'une opération et j'allais subir une anesthésie générale. L'hôpital exigeait un mandataire médical d'urgence. J'avais signé une procuration médicale hautement spécifique et strictement limitée, donnant à mes parents le droit de prendre des décisions concernant ma santé si je finissais dans le coma. C'était une procuration médicale, ai-je crié, m'a retenu ses dents finalement. Pour une opération du genou il y a 36 mois. Vous avez utilisé un formulaire d'hôpital pour autoriser une transaction immobilière.
Patrice a claqué sa bouteille d'eau sur le plan de travail en quartz. Le craquement sec a résonné dans la nouvelle cuisine caverneuse. Un document légal est un document légal. Le courtier a dit que c'était suffisant. Ne viens pas dans ma maison commencer à hurler sur des détails techniques. Ce n'est pas un détail technique. C'est un délit pénal majeur, ai-je répliqué. Et quel courtier ? Aucune banque légitime n'accepterait une procuration médicale pour une hypothèque immobilière. Qui vous a aidé à faire ça ? Baisse d'un ton, a averti mon père, son visage virant à une dangereuse nuance de rouge. Tu fais du drame. La maison avait besoin de réparation. La voiture était en train de mourir. Et ton frère avait besoin d'une bouée de sauvetage. L'air dans la pièce a soudainement semblé totalement vidé de son oxygène. J'ai regardé ma mère. Elle a détourné le regard, soudain très intéressée par son bourguignon frémissant. Damien, ai-je soufflé. La dernière et terrible pièce du puzzle venait de s'emboîter. Combien avez-vous donné à Damien ? Patrice a croisé les bras, bombant le torse. Il avait une opportunité infaillible, une franchise de bar des sports en centre-ville. Il avait besoin de capital pour sécuriser le bail commercial et la licence 4. Nous sommes des investisseurs. Quand ça va décoller, il remboursera l'intégralité du prêt. Un bar des sports, ai-je répété, me sentant véritablement étourdi. Damien ne sait même pas gérer un compte courant basique. Il s'est fait virer de son dernier job de barman parce qu'il offrait des verres gratuits, et vous lui avez donné la valeur de ma maison. Ça a échoué, a lâché Martine, la voix légèrement tremblante. La commission d'urbanisme a refusé le permis, et le franchiseur a gardé l'acompte non remboursable. Ce n'était pas de sa faute, Camille. Le système était truqué contre lui. J'ai laissé échapper un son qui était mi-rire, mi-sanglot. Ils avaient volé ma sécurité financière pour financer la rénovation d'une cuisine, acheter un véhicule de luxe et jeter le reste dans le trou noir de l'incompétence chronique de mon frère. C'est de la fraude, ai-je dit, ma voix retombant sur ce ton plat et terrifiant. C'est de l'usurpation d'identité, de la fraude financière et de la falsification. Vous m'avez volé. Ce fut l'élément déclencheur. La façade soigneusement construite de l'autorité parentale a volé en éclats, et mon père est passé à l'offensive. C'était un changement tactique que j'avais vu 1000 fois auparavant. Comment oses-tu, a rugi Patrice en s'avançant vers moi. Comment oses-tu te tenir dans la maison que j'ai mis 30 ans à payer et me traiter de voleur ? Je t'ai habillé. J'ai payé ton appareil dentaire. J'ai payé tes études universitaires. Nous avons tout sacrifié pour que tu puisses t'asseoir dans ton bureau chic et nous regarder de haut. Ça n'a rien à voir avec ça, ai-je hurlé en retour. Ça a tout à voir avec ça, a-t-il beuglé. Tu es froide, Camille. Tu as toujours été froide et ingrate. Tu es assise sur ta montagne d'argent pendant que ton propre frère se noie. Tu aurais pu l'aider. Tu aurais pu nous aider, mais non, tu ne penses qu'à toi-même. Martine s'est placée à ses côtés, posant une main sur son bras, présentant un front uni de déception parentale. Ses yeux étaient humides de larmes artificielles. Ton père a raison, a-t-elle dit doucement, son ton dégoulinant d'une victimisation toxique. Tu ne penses qu'à amasser ta richesse. Tu n'as jamais aidé la famille dans les moments difficiles. Nous avons dû faire ça, Camille, tu ne nous as pas laissé le choix. Si tu avais une once de compassion, tu aurais proposé d'aider Damien toi-même. Ils recommençaient. Ils prenaient leur propre transgression massive et impardonnable et la tordaient jusqu'à ce que je devienne la méchante. Ils voulaient que je me sente coupable d'avoir été violée. L'espace d'une fraction de seconde, le vieil instinct conditionné de m'excuser, d'arrondir les angles, de réparer les choses, a flambé dans ma poitrine. Puis j'ai pensé à la vie de Cézie à 90 jours. J'ai pensé à la version de moi-même à 22 ans, enchaînant les doubles gardes pour économiser pour un apport, mangeant du riz et des haricots pendant que Damien crachait une autre voiture de location. L'instinct est mort, remplacé par quelque chose de beaucoup plus froid et de bien plus permanent. J'ai regardé les plans de travail en quartz. J'ai regardé la toute nouvelle gazinière. Puis, j'ai regardé mon père droit dans les yeux. Je n'ai pas cligné des yeux. Je pars maintenant, ai-je dit.
Ma voix était d'une stabilité absolue. Je vais gérer cela strictement selon la loi. Martine a halté, portant sa main à sa bouche. Le visage de Patrice s'est tordu en un rictus hideux et désespéré. Si tu passes cette porte, a crié mon père, la voix brisée par la rage, si tu fais un scandale de tout ça et que tu impliques les autorités, c'est fini. Tu m'entends ? Toute la famille ne te le pardonnera jamais. Je leur ai tourné le dos, j'ai attrapé la lourde poignée en laiton de la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je sais, ai-je dit. Je suis sorti, laissant la porte claquer derrière moi. Coupant les ponts pour toujours, j'ai claqué la portière de ma voiture et j'ai appuyé sur le bouton de verrouillage physique avant même d'avoir attaché ma ceinture. La chaleur étouffante de l'habitacle fermé m'a à peine effleuré. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ignoré le numéro standard du service client que j'avais appelé plus tôt et j'ai trouvé la ligne directe de la division des fraudes de la banque. Une représentante nommée Sophie a répondu. Je n'ai pas mâché mes mots ni adouci mon ton. J'ai énoncé mon nom complet, l'adresse de ma propriété, et j'ai explicitement déclaré que la charge de 200 000 € sur mon acte de propriété avait été exécutée via des documents falsifiés. J'ai exigé le gel immédiat du compte et demandé qu'un litige formel soit enregistré pour suspicion d'usurpation d'identité et utilisation non autorisée d'une procuration médicale juridiquement nulle. Le ton de Sophie est passé instantanément d'un service client serviable à une gestion clinique des risques. La frappe de son côté était rapide et lourde. Elle m'a fourni un numéro de dossier, long de 14 chiffres, que j'ai griffonné frénétiquement au dos d'un reçu de pressing en utilisant un stylo de ma console centrale. Mon appel suivant fut pour maître Nathalie Lemaire. J'avais rencontré Nathalie 2 ans plus tôt lors d'un audit complexe de conformité des subventions au bureau. Elle était spécialisée dans les litiges civils et les fraudes financières d'entreprise. C'était un pitbull en tailleur sur mesure qui considérait le code pénal non pas comme un bouclier, mais comme une arme. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Je lui ai fait un résumé de 60 secondes des découvertes de l'après-midi. Le silence à l'autre bout du fil fut bref, mais lourd de calculs. Sa première instruction a été absolue. Cessez toute communication avec vos parents et votre frère immédiatement, a ordonné Nathalie, sa voix tranchant nettement à travers mon adrénaline résiduelle. Pas de SMS de colère, pas d'appel téléphonique exigeant des explications supplémentaires. S'il se présente à votre porte d'entrée, vous n'ouvrez pas. Vous êtes officiellement dans un environnement juridique hostile, Camille, nous ne leur donnons pas de munitions gratuites pendant que nous élaborons notre stratégie. J'ai argumenté un instant que peut-être je pourrais simplement effrayer mon père pour qu'il rembourse rapidement. Peut-être les forcer à liquider le pick-up et les nouveaux appareils de cuisine. Nathalie a coupé court à cela avec une précision chirurgicale. Elle a expliqué la réalité dévastatrice du système bancaire. Si vous essayez de régler ça en interne comme une vulgaire dispute familiale, la banque n'en a rien à faire, a-t-elle averti. Pour le créancier, il s'agit d'un prêt en souffrance valide. À moins que nous n'établissions formellement la fraude dans les registres publics avec les forces de l'ordre et les tribunaux, la banque procédera à la saisie. Ils prendront votre maison, la vendront aux enchères, et votre dossier de crédit sera anéanti pour les 7 prochaines années. Nous ne négocions pas avec des voleurs, Camille. Même si vous partagez leur ADN. Sous la supervision directe de Nathalie, mon après-midi s'est transformé en un tourbillon de guerre bureaucratique. J'ai conduit directement au commissariat d'Écully et j'ai déposé une plainte préliminaire auprès de la brigade financière de la police judiciaire du Rhône. L'inspecteur de garde, un homme à l'air fatigué nommé Chevalier, a pris ma déclaration pendant que je remplissais une déclaration sous serment, attestant légalement sous peine de parjure que je n'avais jamais demandé, autorisé ou reçu les fonds en question. Il a affiché la requête bancaire initiale sur son terminal, et c'est là que le deuxième coup de poing de la journée est tombé. L'inspecteur Chevalier a tourné son écran vers moi, tapotant la vitre avec un index épais. Les informations de contact principales associées au prêt frauduleux n'étaient pas les miennes. Le numéro de téléphone figurant sur le compte était le portable de ma mère. L'adresse postale n'était pas ma maison à Montchat, mais une boîte postale louée à 2 villes de là. L'air a déserté mes poumons. C'était la preuve la plus accablante à ce jour.
Cela détruisait complètement la défense fragile et arrogante de mon père d'avoir emprunté, occasionnellement des capitaux. Changer les coordonnées signifiait qu'ils avaient délibérément orchestré un blocage total des communications. Ils avaient intentionnellement intercepté les courriers de bienvenue, les carnets de paiement mensuels et les avis de retard croissant. Ils avaient méticuleusement mis au point un système pour s'assurer que je reste totalement aveugle au vol jusqu'à la toute dernière seconde possible, priant probablement pour que le bar des sports condamné génère par magie des bénéfices avant que la banque ne saisisse ma propriété. Ce n'avait jamais été une erreur innocente. C'était prédateur. C'était une tromperie calculée et prolongée par la femme qui préparait mes déjeuners quand j'étais enfant. J'ai transmis cette découverte à Nathalie depuis le parking du commissariat. Elle semblait presque satisfaite. C'est de l'intention, a-t-elle dit sèchement. C'est de la dissimulation active. Maintenant, j'ai besoin que vous rentriez chez vous et que vous prépariez l'arsenal. Nathalie m'a exposé mes devoirs. Je devais construire une chronologie microscopique et infaillible. Elle voulait la date exacte de mon opération du genou. Elle avait besoin de la copie physique de la procuration médicale restreinte originale. Elle a exigé mes feuilles de temps et mes plannings de travail prouvant que j'étais physiquement au bureau et loin de l'agence bancaire le jour où les fonds ont été décaissés. Plus important encore, elle voulait une trace numérique exhaustive, chaque SMS, email ou message vocal où mes parents s'étaient jamais enquis de l'acte de propriété de ma maison, et chaque occurrence historique où ils avaient demandé de l'argent pour Damien. Je me suis enfin garée dans ma propre allée peu après 20 heures. La maison était exactement comme je l'avais laissée, calme, sûre, et à moi. Mais le sentiment de sécurité passive avait disparu, remplacé par une résolution froide et ardente. Je n'ai pas pris la peine d'allumer la télévision ou de préparer le dîner. J'ai préparé une cafetière de café noir, je me suis assise à ma table de salle à manger et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'horloge numérique dans le coin de mon écran affichait minuit 14 lorsque j'ai fait un clic droit sur mon bureau. J'ai sélectionné l'option pour créer un nouveau dossier. J'ai tapé le mot « documentation » et j'ai appuyé sur la touche Entrée. Pendant plus d'une décennie, mon rôle dans la famille Dupont avait été d'absorber les dégâts, de maintenir discrètement la paix et de protéger le fragile écosystème des illusions de mes parents concernant mon frère. J'ai fixé l'icône de dossier jaune vide qui brillait intensément sur l'écran. La peur avait complètement disparu maintenant. Je n'étais plus intéressée à simplement me défendre. J'allais les démolir, pièce juridique par pièce juridique. La lueur de l'écran de l'ordinateur portable était la seule lumière dans ma salle à manger. Alors que je parcourais des années de mes archivés et de relevés bancaires numériques, le récit de ma vie a commencé à se réassembler. Ce n'était pas un coup de foudre de trahison soudain et imprévisible. C'était le point culminant absolu et inévitable d'une dynamique qui avait défini le foyer Dupont pendant plus d'une décennie. Je ne construisais pas seulement une défense juridique. J'exhumais une scène de crime active depuis 15 ans. J'ai ouvert un tableur vierge et commencé à consigner les données historiques. Les colonnes étaient simples, date, montant, bénéficiaire et motif invoqué. En moins de 2 heures, les lignes s'étiraient sur l'écran en une colonne accablante et ininterrompue d'hémorragie financière. Il y avait les 1200 € que j'avais virés à mes parents pour couvrir le loyer de Damien lorsqu'il avait été expulsé de son premier appartement. Il y avait le transfert d'urgence de 3500 € à mon père pour couvrir les frais d'avocat après la deuxième accusation de conduite dangereuse de mon frère. Il y avait d'innombrables virements entre particuliers de 300 € par-ci, 500 € par-là, toujours accompagnés d'un appel téléphonique frénétique et larmoyant de ma mère concernant le fait que Damien avait besoin d'un pont jusqu'à son prochain salaire imaginaire. Sur 22 transactions enregistrées s'étalant sur 8 ans, exactement 2 avaient été partiellement remboursées. Mes parents avaient l'habitude de se moquer sans relâche de mon logiciel de gestion de budget. Lors des repas de famille, mon père racontait fièrement à la famille élargie que je vivais ma vie comme une comptable dépressive. Il riait, faisant tournoyer son bourbon, et disait que je manquais d'esprit d'entreprise, que j'étais trop obsédée par les centimes pour comprendre la situation dans son ensemble. Martine intervenait en soupirant que j'étais juste naturellement rigide, contrairement à mon frère, dont les échecs chaotiques étaient perpétuellement requalifiés en un tempérament artistique et esprit libre. L'ironie amère et étouffante avait un goût de cuivre sur ma langue.
La nature exacte et méticuleuse dont il s'était moqué pendant des années était maintenant le fondement même de ma stratégie juridique. Ma tenue de registre compulsive allait les enterrer. En remontant les années, les entrées financières ont déclenché des souvenirs que j'avais délibérément enfouis sous des couches d'obligations familiales forcées. J'ai trouvé le virement bancaire daté du jour de mon 25e anniversaire. Nous étions censés aller dans un bon restaurant du centre-ville pour fêter ça. Au lieu de cela, ma mère m'a appelé en pleurs à 16h parce que Damien avait été arrêté pour ivresse sur la voie publique et avait besoin de payer son amende. J'ai passé la soirée de mon anniversaire assise sur une chaise en plastique dans un poste de police, payant son amende avec mes économies pendant que mes parents le dorlotaient et lui disaient que la police avait simplement réagi de manière excessive. J'ai trouvé un fil de mail datant de la semaine où j'avais reçu ma promotion au poste d'analyste principal des subventions. J'avais invité mes parents à célébrer. Martine a annulé 30 minutes avant leur arrivée parce que Damien traversait une crise de confiance après avoir démissionné d'un emploi de paysagiste et il avait besoin qu'il l'emmène dîner pour lui remonter le moral. Chaque étape franchie était une menace pour l'ego fragile de Damien. Et donc mes parents effaçaient simplement mes accomplissements pour le maintenir sous le feu des projecteurs. J'étais la survivante désignée, l'amortisseur permanent de l'enfant chéri. Mais je n'étais pas entièrement docile, et je devais prouver à Nathalie et aux enquêteurs que j'avais un historique documenté d'établissement de limites financières. J'ai cherché dans ma boîte d'envoi le nom de Damien et le mot « garant ». Il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver le fil de mail datant d'il y a 4 ans. Mon père m'avait explicitement demandé d'être co-emprunteuse pour un prêt automobile à taux d'intérêt élevé pour une voiture de sport d'occasion que Damien voulait. Ma réponse était polie mais absolue. J'avais écrit clairement que je ne mettrais pas mon nom sur une dette pour mon frère, et que je ne me porterais jamais garante d'un prêt pour lui, quelles que soient les circonstances. J'ai enregistré l'email au format PDF et je l'ai glissé dans le dossier de documentation. C'était une contradiction parfaite et flagrante avec leur inévitable version selon laquelle je céderais nonchalamment mon actif le plus précieux pour son entreprise commerciale ratée. Ensuite, j'ai commencé à chercher dans l'historique de mes SMS avec ma mère. Nathalie m'avait interrogé sur toute question subtile concernant ma propriété. J'ai fait défiler des mois de conversations banales sur la météo et des liens de recettes jusqu'à ce que je tombe sur un bloc de texte datant de novembre dernier. Nous avions discuté d'un voisin qui avait récemment emménagé dans une maison plus petite. Inséré négligemment dans la conversation, il y avait un message de Martine. Elle écrivait que c'était tellement dommage de laisser tout ce capital dormir sans rien faire. Elle disait, les familles intelligentes mobilisent leurs actifs pour créer de la richesse générationnelle. J'avais ignoré le message à l'époque, pensant qu'elle répétait ce qu'un gourou de la finance avait dit à la télé l'après-midi. En le lisant maintenant, l'écran semblait radioactif. C'était une préméditation indéniable. La graine avait été plantée il y a au moins 8 mois. Il jaugeait ma maison comme la chambre forte d'une banque attendant d'être forcée. Pendant des années, j'avais porté le poids étouffant du doute de soi dans l'écosystème de la famille Dupont. Résister, c'était être une mauvaise fille. Si je demandais où allait mon argent, j'étais égoïste. Si j'exprimais de la colère face aux promesses non tenues de Damien, je manquais d'empathie. Le cycle de manipulation était si complet, si parfaitement conçu que je finissais toujours par m'excuser d'être contrariée. Il m'avait conditionné à croire que mes limites étaient des défauts de caractère. J'étais restée silencieuse pendant si longtemps parce que riposter signifiait reconnaître que les personnes censées me protéger se nourrissaient activement de moi. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise et j'ai frotté mes yeux brûlants. L'horloge numérique de la cuisinière indiquait 3h45 du matin. J'étais épuisée, mais le poids écrasant et confus de la trahison avait complètement disparu. J'ai arrêté de me demander comment une mère et un père pouvaient faire ça à leur propre fille. La question psychologique de savoir pourquoi il l'avait fait n'avait plus d'importance. Il l'avait fait parce que j'étais pratique et parce qu'il croyait que j'encaisserais simplement le coup, comme je l'avais toujours fait. La période de deuil pour la famille que je pensais avoir été officiellement terminée. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'affection restante que j'avais pour eux se flétrir et mourir dans l'obscurité. J'ai ouvert les yeux, regardé la liste croissante de preuves dans mon dossier, et je me suis posé la seule question qui comptait maintenant,
Que dois-je prouver exactement demain pour que personne ne puisse plus jamais retourner la vérité contre moi? La phase préliminaire de communication des pièces ressemblait moins à une procédure judiciaire qu'à une autopsie. 2 semaines après que j'ai déposé le rapport initial pour fraude, le service juridique de la banque s'est plié à contre-cœur à l'assignation de Nathalie pour le dossier de prêt original. Nous étions assises dans sa salle de conférence en centre-ville, la lourde table en acajou entièrement recouverte de documents imprimés. La demande était une masterclass de falsification bâclée et arrogante. Ma soi-disant signature sur la page d'autorisation finale était saccadée et hésitante, manquant totalement de la boucle fluide et rapide de ma véritable écriture. Cela ressemblait exactement à ce que c'était, quelqu'un traçant lentement mon nom en fixant une vieille carte d'anniversaire. Le sceau notarial apposé à côté n'avait pas le bon format dimensionnel pour notre juridiction. Un tampon bon marché commandé sur Internet plutôt qu'un sceau officiel. Mais la preuve la plus flagrante et indéniable était la procuration elle-même. Ils avaient en effet utilisé la procuration médicale que j'avais signée 3 ans auparavant, mais ils avaient simplement omis la 2e page lorsqu'ils l'avaient passée au scanner. Cette page manquante était l'avenant spécifique qui limitait explicitement leur autorité exclusivement aux décisions de santé pendant une incapacité chirurgicale. Nathalie a fait glisser une tablette sur la table et a appuyé sur lecture. La banque avait fourni les images des caméras de sécurité intérieure de l'agence locale. L'horodatage dans le coin indiquait 14h14 un mardi. J'ai regardé ma mère et mon père s'approcher du bureau du conseiller clientèle. Je n'étais nulle part dans le cadre, ce qui contredisait directement le registre numérique qui affirmait que tous les signataires étaient physiquement présents. Mais ils n'étaient pas seuls. Un homme portant un costume gris bon marché et un porte-documents en cuir abîmé s'est assis juste à côté d'eux. J'ai pointé l'écran du doigt. Qui est-ce? Nathalie a souri, une expression acérée et dangereuse. C'est un courtier en documents local. Il fait la publicité de ses services de consultation à la télévision tard le soir, ciblant spécifiquement les personnes qui ont du mal à prouver leurs revenus aux prêteurs traditionnels. C'est un fantôme professionnel, Camille. Il semble que vos parents ne soient pas simplement entrés en espérant que ça passe. Ils ont engagé un facilitateur pour graisser les rouages. Cette révélation changeait fondamentalement le paysage de notre dossier. Il ne s'agissait plus seulement d'une transgression familiale désespérée et impulsive. C'était une conspiration organisée impliquant un complice tiers. Le rapport d'expertise comptable a tracé l'argent avec une clarté brutale. Une fois les fonds compensés, la totalité des 200 000 € s'est volatilisée en exactement 72 heures. L'argent s'est scindé dans 4 directions distinctes. Une part massive est allée directement à l'entrepreneur général chargé de la rénovation de la cuisine. Un autre virement a atterri sur un compte séquestre d'immobilier commercial, couvrant l'acompte non remboursable de la franchise pour le bar des sports condamné de Damien. Un chèque de banque a été émis à un concessionnaire automobile haut de gamme pour couvrir le pick-up garé dans leur allée. Mais la 4e transaction était une nouvelle découverte révoltante. 45 000 € avaient été virés à une agence de recouvrement hors département pour régler une dette de jeu agressive et de longue date que Damien avait réussi à cacher à tout le monde. Ils avaient littéralement hypothéqué mon avenir pour couvrir ces paris secrets catastrophiques. En examinant les registres fiscaux départementaux pour retracer les privilèges des entrepreneurs, Nathalie a découvert un autre détail que mes parents avaient soigneusement enterré. Ils avaient discrètement demandé un permis de diagnostic immobilier pour leur propre propriété quelques jours seulement avant d'exécuter le prêt frauduleux. Ils se préparaient activement à mettre leur maison sur le marché et à acheter une maison de ville beaucoup plus petite de l'autre côté du département. La malveillance absolue de leur stratégie globale est apparue d'une netteté effroyable. Ils voulaient liquider leur propre maison pour regarnir leur compte de retraite. Mais avant de restructurer leurs actifs, ils avaient décidé d'extraire la moindre goutte de liquidité de ma propriété pour gérer le pétrin de Damien et améliorer leur propre train de vie. Ils protégeaient farouchement leur propre bas de laine en brûlant le mien. Le coup de grâce définitif pour notre dossier est arrivé un jeudi matin. Nathalie avait inondé d'assignations à comparaître tous les entrepreneurs qui avaient travaillé sur la maison de mes parents.
Le paysagiste qui avait construit la pergola dans le jardin a obtempéré immédiatement, remettant l'intégralité de son journal de communication numérique pour éviter d'être entraîné dans le procès. Dans son dossier figurait un message vocal enregistré par mon père concernant une petite différence de facturation. Nathalie a fait écouter le fichier audio sur le haut-parleur de son bureau. La pièce s'est remplie de la voix arrogante et tonitruante de mon père. « Passez juste la carte pour le supplément de bois », ordonnait-il à travers les grésillements de l'enregistrement. Ne vous occupez pas du nom sur le compte. Ma fille ne fait de toute façon pas attention à la paperasse. Elle ne s'en rendra même jamais compte. J'ai senti le sang affluer à mes oreilles. C'était une intention criminelle pure et indéniable, enregistrée en haute définition. Il savait exactement ce qu'il faisait, et il considérait ma prétendue ignorance comme son chèque en blanc personnel. Au moment où Nathalie a transmis cet extrait audio et l'identité du courtier véreux au service juridique de la banque, leur posture défensive et agressive s'est totalement effondrée. Pendant des semaines, ils avaient essayé de nous repousser, insistant sur le fait que le prêt était juridiquement contraignant et poursuivant le calendrier de la saisie. Maintenant, ils faisaient face à une poursuite massive pour négligence institutionnelle. Le directeur de leur agence avait accepté un document médical mutilé, facilité par un courtier prédateur connu, pour autoriser une charge immobilière à 6 chiffres sur le bien d'une propriétaire absente. L'avocat principal de la banque a brusquement changé de tactique, suppliant presque Nathalie de ne pas alerter les régulateurs bancaires fédéraux et offrant une coopération interne totale pour annuler la fraude et nettoyer mon titre de propriété. L'avantage était entièrement de notre côté. Nous avions les documents falsifiés, la vidéo de sécurité, la trace financière, le complot immobilier secret et les aveux audio. J'étais en train de ranger mon porte-documents, ressentant la première véritable vague de soulagement que j'avais éprouvée en un mois, lorsque le téléphone de bureau de Nathalie a sonné. Elle a répondu, a écouté attentivement pendant un long moment, et son expression s'est durcie comme un masque de granit pur. Elle a raccroché le combiné et m'a regardé de l'autre côté de la table, les yeux extrêmement sérieux. C'était l'avocat de la partie adverse, a dit Nathalie, sa voix descendant dans un registre tendu et urgent. Vos parents viennent d'engager un grand cabinet d'avocats de la défense. Ils ne battent pas en retraite, Camille. Ils se préparent à se battre, et ils sont sur le point de lancer un récit complètement fabriqué pour rejeter entièrement la faute sur vous. La lettre est arrivée par courrier recommandé un mardi. Nathalie a fait glisser l'épais papier couleur crème sur son bureau en acajou. Elle avait été rédigée par un associé principal d'un cabinet de défense très réputé, et la fiction juridique qu'elle contenait était époustouflante. Selon leur récit, j'avais explicitement donné à mes parents mon consentement verbal pour utiliser ma propriété comme garantie lors d'une réunion de famille à Noël dernier. La lettre affirmait audacieusement que je n'avais changé d'avis que récemment et décidé d'instrumentaliser le système judiciaire en raison d'un conflit personnel ancien et mesquin avec mon frère. Il faisait passer le vol de mon capital pour une simple rivalité fraternelle concernant un prêt commercial qui aurait mal tourné. Nathalie a tapoté un stylo en argent contre le bureau. Elle m'a ordonné de maintenir un silence absolu sur tous les canaux vocaux. Il n'y aurait plus d'appels téléphoniques, plus de disputes animées, et absolument aucune explication défensive. À partir de ce moment, chaque interaction devait être un SMS ou un email calculé. Nous avions besoin qu'ils se sentent en confiance. Nous avions besoin qu'ils parlent. Et plus important encore, nous avions besoin qu'ils écrivent. Assise dans ma voiture plus tard cet après-midi-là, j'ai rédigé un SMS à mon père. J'en ai retiré la moindre once de colère, de trahison et d'émotion. Je l'ai fait sonner comme une froide demande administrative. J'ai tapé, s'il te plaît, liste exactement quel montant a été utilisé pourquoi, et qui a pris les décisions. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Je connaissais l'ego de mon père. Il détestait être remis en question, mais il détestait encore plus être ignoré. Il se considérait comme le patriarche, l'autorité ultime sur toutes les questions familiales. Il a fallu exactement 14 minutes pour qu'il morde à l'hameçon. Sa réponse était un énorme bloc de texte, vibrant littéralement d'indignation. Il a fièrement détaillé les coûts de rénovation de la cuisine et l'acompte du bail commercial, mais la dernière phrase était le ticket gagnant. Il a écrit «
J'ai pris la décision parce que j'ai le droit parental de gérer les ressources de notre famille, et tu devrais être reconnaissante que j'ai pris cette initiative. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai transféré à Nathalie. Mon père venait d'admettre explicitement et par écrit avoir pris des décisions unilatérales concernant des fonds légalement rattachés à mon nom, détruisant totalement la défense de consentement verbal mutuel de son propre avocat. Quand l'intimidation agressive a échoué, ma mère a déployé sa spécialité. Les messages vocaux ont commencé à affluer pendant le week-end. Martine sanglotait dans le combiné, me suppliant de reconsidérer. Elle a tissé une histoire tragique sur la façon dont ce bar des sports était la dernière chance de Damien de reprendre sa vie en main, comment il faisait enfin preuve de maturité, et comment mes actions en justice allaient détruire son esprit pour toujours. 1 an plus tôt, le son de ma mère en train de pleurer m'aurait fait paniquer. Maintenant, je sauvegardais simplement les fichiers audio directement dans mon dossier sécurisé. Je ne ressentais rien d'autre qu'une froide satisfaction clinique. Je documentais leur manipulation en temps réel. Réalisant que je ne répondais plus à leur pression privée, ils ont rendu la guerre publique. Au milieu de la semaine, la campagne de dénigrement battait son plein. Mon téléphone s'est illuminé de messages de parents éloignés et de membres de la paroisse locale de mes parents. Une tante m'a accusé de maltraitance envers les personnes âgées, affirmant que je poursuivais mes parents vieillissants pour de l'argent dont ils avaient désespérément besoin. Un cousin a laissé un message vocal cinglant disant « J'étais un monstre d'essayer de jeter mon propre frère à la rue pour un simple malentendu. » Il peignait un chef-d'œuvre de martyr, se dépeignant comme les parents dévoués et généreux attaqués par une fille avide et impitoyable. L'envie de me défendre, de publier les documents falsifiés en ligne et de crier la vérité à tout le monde était presque insurmontable. Mais Nathalie m'a retenu. Nous jouions aux échecs, nous ne nous engagions pas dans une bagarre de rue. Au lieu de gaspiller de l'énergie dans une bataille de relations publiques avec des gens déterminés à me mal comprendre, nous avons frappé là où ça faisait vraiment mal. Nathalie et moi avons déposé une requête d'urgence pour une injonction devant le tribunal civil. Nous avons demandé un gel légal strict de tous les actifs physiques achetés avec les fonds contestés. Dans les 48 heures, un juge a signé l'ordonnance. Il était légalement interdit à mes parents de vendre, transférer ou cacher le nouveau pick-up. L'équipement de restauration commerciale que Damien avait acheté a été bloqué dans un entrepôt. Nous avions coupé leur voie de fuite. Ils ne pouvaient plus liquider l'argent volé pour engager de meilleurs avocats ou cacher l'argent sur des comptes offshore. La réalité de la saisie conservatoire a dû les frapper de plein fouet, car la dynamique a basculé violemment au milieu de la nuit. Il était 2 heures du matin un jeudi lorsque mon téléphone a vibré sur la table de chevet. L'écran a illuminé la chambre sombre. C'était un SMS de Damien. Il ne s'excusait pas. Il ne demandait pas comment j'allais. Son message était frénétique et mal orthographié. Il me demandait si j'étais prête à abandonner les poursuites judiciaires s'il acceptait de me rembourser en mensualité de sa propre poche. Je me suis assise dans le lit, relisant les mots encore et encore. L'implication était massive. S'il croyait vraiment, comme l'affirmait l'avocat de mes parents, que j'avais donné mon consentement verbal pour le prêt, il n'aurait aucune raison d'offrir un plan de remboursement secret et désespéré pour éviter des poursuites judiciaires. Son message prouvait qu'ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait. Ils savaient qu'il s'agissait d'une extraction non autorisée et illégale de mes actifs, et ils savaient qu'ils détenaient des biens volés. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Nathalie. J'ai fixé le plafond alors que l'adrénaline s'estompait lentement, remplacée par une vision stratégique claire et nette. Mes parents ne craqueraient jamais. Ils étaient trop profondément ancrés dans leur propre récit illusoire de sacrifice parental et de droit. Ils mentiraient à la barre jusqu'à en avoir le visage bleu. Mais Damien était différent. Damien était faible. C'était un lâche qui avait passé toute sa vie à se cacher derrière le carnet de chèques de mes parents. Maintenant, le bar était gelé. Le pick-up était bloqué et la bulle protectrice que nos parents avaient construite autour de lui s'effondrait sous le poids d'une enquête pour délit pénal. Le maillon le plus faible de leur défense n'était pas la paperasse falsifiée ou le courtier véreux. Le maillon le plus faible était mon frère et il était absolument terrifié à l'idée d'aller en prison.
La brigade financière a officiellement ouvert un dossier criminel un mardi matin. La montagne de preuves que Nathalie et moi avions compilées, la panique interne de la banque, les signatures falsifiées et le flux indéniable de l'argent volé ont finalement déclenché l'appareil d'État. Ce n'était plus un litige civil sur les droits de propriété. C'était une enquête pour fraude aggravée. J'ai été convoqué au bureau de la procureure dans le centre de Lyon pour un entretien exhaustif. Je me suis assise dans une pièce stérile, sans fenêtre, avec un éclairage fluorescent, pendant 4 heures consécutives. L'enquêtrice principale, une femme perspicace et peu souriante nommée procureure Dubois, m'a guidée à travers tout mon historique financier avec ma famille. Je savais quelle défense mes parents essaieraient de monter lors d'un procès pénal. Ils me dépeindraient comme une fille hostile et distante, complètement déconnectée de la dynamique familiale. Au lieu d'essayer de me présenter comme une victime parfaite et intouchable, j'ai étalé la vérité laide et compliquée. J'ai détaillé méticuleusement chaque fois où je leur avais volontairement donné de l'argent par le passé. J'ai parlé à Dubois du paiement du loyer de Damien pendant 6 mois d'affilée. J'ai documenté les frais d'avocat que j'avais couverts pour ses précédentes arrestations. J'ai expliqué comment j'avais volontairement agi comme fonds d'urgence de la famille pendant plus d'une décennie. Je n'ai pas caché le fait que je les aimais et que j'avais essayé de les sauver d'eux-mêmes à de multiples reprises. Dubois a arrêté de taper et m'a regardé par-dessus ses lunettes. En admettant un long historique de soutien financier, j'avais par inadvertance détruit la meilleure défense de mes parents. Un jury verrait que je n'étais pas une fille sans cœur qui refusait d'aider. J'étais une fille dévouée qui avait finalement tracé une ligne rouge, une ligne qu'ils avaient choisi de franchir illégalement. Mon honnêteté rendait ma déclaration selon laquelle cette transaction spécifique n'était pas autorisée, totalement infaillible. 2 jours plus tard, la façade de loyauté familiale s'est fissurée d'une direction inattendue. La sœur de mon père, tante Irène, m'a envoyé un SMS extrêmement secret me demandant de la rencontrer dans une brasserie à la périphérie de la ville. Je n'avais pas parlé à Irène depuis le début de la campagne de dénigrement. Quand je me suis glissée sur la banquette en cuir en face d'elle, elle avait l'air épuisée. Elle a remué son café noir pendant un long moment avant de parler. Irène a avoué qu'elle ne pouvait pas dormir. 3 semaines avant que je ne découvre le prêt, elle avait assisté à un barbecue dans le jardin de mes parents. Après quelques verres de vin, mon père s'était vanté bruyamment devant un groupe de parents qu'ils utilisaient la maison de « la petite » comme capitale pour financer la nouvelle cuisine et le bar des sports. Irène a admis qu'elle avait senti que quelque chose clochait profondément. Mais dans la famille Dupont, personne n'osait remettre en question l'autorité de mon père. Puis, elle s'est penchée par-dessus la table et m'a livré une information qui a fait se dresser les poils sur mes bras. Irène m'a dit que plus tard, cet après-midi-là, ma mère l'avait prise à part dans le couloir. Martine avait posé à Irène, qui travaillait comme réceptionniste dans une clinique médicale, une question très spécifique. Elle lui avait demandé si une procuration médicale pouvait être légalement appliquée dans une banque commerciale. J'ai remercié Irène, payé le café et appelé immédiatement Nathalie. La question de ma mère à ma tante prouvait une préméditation absolue et terrifiante. Il n'avait pas été perturbé par la paperasse légale. Il savait exactement à quoi servait le document, et il cherchait activement à confirmer s'il pouvait réussir à l'utiliser en dehors d'un cadre hospitalier. Alors que l'affaire pénale prenait de l'ampleur dans l'ombre, la guerre sociale au grand jour devenait étouffante. La campagne de pression communautaire s'est intensifiée. Ma messagerie vocale s'est remplie de messages furieux de personnes que je connaissais depuis l'enfance. Un membre éminent de notre paroisse m'a traité de fille traître, m'accusant d'abandonner le pardon chrétien pour détruire ma propre chair et mon propre sang. Ils étaient certains que je poussais mes parents âgés dans la misère. Ce siège psychologique s'est produit au même moment que la période la plus stressante de ma vie professionnelle. Le Bureau régional d'évaluation des subventions subissait son audit de conformité bisannuel obligatoire. Chaque jour, je mettais un tailleur, j'entrais au bureau à 8 heures du matin, et je passais 9 heures à examiner méticuleusement les allocations de financement municipal, à croiser les écritures comptables et à m'assurer que des millions d'euros d'argent public étaient justifiés sans la moindre erreur. Le contraste était atroce. Dans mon box, j'étais un pilier d'ordre, de structure et d'intégrité absolue.
Dès que je montais dans ma voiture à 17h, j'étais replongé dans la zone de guerre chaotique et vicieuse de la trahison familiale. J'ai compartimenté le traumatisme parce que m'effondrer n'était pas une option. Je répondais aux emails avec un professionnalisme total tout en lisant simultanément les SMS de cousins souhaitant que je brûle en enfer. La discipline requise pour maintenir mon calme me donnait l'impression de retenir ma respiration sous l'eau pendant des jours entiers. Le vendredi après-midi, la procureure Dubois a demandé une vidéoconférence urgente avec Nathalie et moi. Quand son visage est apparu à l'écran, son expression était sombre. Elle nous a informé que son bureau avait effectué une vérification approfondie de mon numéro de sécurité sociale dans toutes les institutions financières à la recherche d'autres anomalies, et ils en avaient trouvé une. Dubois a révélé que 3 jours après avoir réussi à extraire les premiers 200 000 € sur ma maison, mes parents avaient visité une caisse d'épargne régionale complètement différente en utilisant exactement la même fausse procuration médicale et les mêmes photocopies de ma carte d'identité. Ils avaient tenté d'ouvrir une ligne de crédit personnel non garantie de 50 000 €. La demande avait finalement été signalée et rejetée par le système de souscription automatisé de la banque en raison d'une incohérence d'adresse, mais la tentative en elle-même était une révélation dévastatrice. Ce n'était pas un acte de désespoir ponctuel pour sauver mon frère. C'était une entreprise active et continue. Ils avaient goûté au succès du premier vol et y étaient immédiatement retournés pour en prendre davantage. Ils avaient l'intention de vider mon identité jusqu'à la dernière goutte. Nathalie n'a pas dit un mot. Elle a juste hoché lentement la tête vers l'écran. Dubois a regardé directement dans la caméra et nous a dit que, sur la base du témoignage de tante Irène et de la découverte de la nouvelle demande de crédit, un juge venait d'examiner les preuves. Le juge avait officiellement signé un mandat de perquisition pour la propriété de mes parents. La police judiciaire devait exécuter le raid à l'aube. La dispute polie et silencieuse sur un malentendu familial était officiellement morte. Le véritable cauchemar pour Patrice et Martine Dupont était sur le point de commencer. La procureure Dubois m'a appelé à 9h du matin un jeudi. La police avait exécuté le mandat de perquisition dans la propriété d'Écully juste après l'aube. Ils ont ignoré la nouvelle cuisine et se sont dirigés directement vers le bureau de mon père. Ils ont trouvé une boîte ignifuge cachée dans le coin le plus sombre de son placard. À l'intérieur se trouvait un dossier principal méticuleux et horriblement organisé de leur crime. Il y avait des scans couleur haute résolution de mon passeport, de mon permis de conduire et de l'acte original de ma propriété. Pire encore, il y avait un registre manuscrit. Mon père avait littéralement comptabilisé le moindre euro volé. Il avait des colonnes spécifiques dédiées au placard sur mesure, au pick-up noir et une section distincte portant le nom de mon frère détaillant les paiements exacts à divers bookmakers locaux. Mais la preuve la plus écœurante provenait de la table de chevet de ma mère. Dubois a envoyé par email à Nathalie une copie scannée d'un bloc-notes jaune. C'était le brouillon d'une lettre sur laquelle Martine avait activement travaillé. Si leur plan d'interception de courrier échouait et que la banque me contactait avant qu'ils ne puissent vendre leur maison et disparaître, elle allait envoyer cette lettre. Le brouillon décrivait une crise médicale terminale complètement fabriquée de toutes pièces. Elle avait rédigé un scénario affirmant que Patrice avait été diagnostiqué avec une maladie cardiaque rare et agressive et que le prêt était une mesure de dernière minute désespérée pour payer une intervention chirurgicale expérimentale. Elle était tout à fait prête à simuler le mari mourant pour me culpabiliser et me faire abandonner toute enquête. Puis est venu le tour de mon frère. Les inspecteurs ont arrêté Damien devant son immeuble le même après-midi. Dans la salle d'interrogatoire stérile, son premier instinct a été la préservation de soi. Il a pleuré. Il a juré ses grands dieux que nos parents avaient géré toutes les finances, qu'il n'était qu'un bénéficiaire ignorant qui pensait qu'ils avaient puisé dans leurs économies de retraite pour l'aider à lancer son entreprise. Dubois l'a laissé tisser sa toile de victimisation pendant 20 minutes avant de laisser tomber un lourd dossier Kraft sur la table en métal. À l'intérieur se trouvait le contrat de franchise commerciale pour le bar des sports. Il détaillait clairement l'origine des fonds séquestrés. Et tout en bas, portant la signature de mon frère et un tampon de notaire, se trouvait une clause confirmant sa réception directe et sa connaissance du transfert d'actifs. Il s'est brisé immédiatement. Damien a trahi nos parents en échange de la clémence sans y réfléchir à 2 fois.
Il a avoué qu'ils s'étaient tous assis autour du nouvel îlot en quartz et avaient discuté des risques. Quand Damien avait demandé ce qui se passerait quand je découvrirais finalement l'énorme charge sur ma propriété, ma mère avait ri. Damien l'a cité mot pour mot à la police. Elle avait dit, Camille va piquer une crise et pleurer le dessus pendant quelques mois, mais elle finira par payer la mensualité. Elle nettoie toujours les dégâts. Ils n'avaient jamais eu l'intention de rembourser la banque. Ils avaient fermement l'intention que je porte ce fardeau financier pendant les 30 prochaines années. 3 semaines plus tard, nous leur avons fait face lors d'une déposition civile. Le dossier pénal se montait rapidement, mais la poursuite civile pour effacer mon titre de propriété et geler leurs avoirs avançait en parallèle. Nous étions assis dans une salle de conférence glaciale dans un gratte-ciel du centre-ville. Mes parents étaient assis de l'autre côté de la longue table vernie. Ils n'avaient pas l'air de criminels acculés face à des accusations criminelles. Ils ressemblaient à une royauté indignée. Sous serment, mon père a persisté et signé dans sa vision du monde effroyable. Il a regardé la sténographe droit dans les yeux et a déclaré pour le compte rendu officiel qu'il avait un droit parental fondamental à gérer les ressources de sa famille comme bon lui semblait. Ma mère a tamponné ses yeux secs avec un mouchoir, me fixant directement avec un regard de pur dégoût. Elle a témoigné que j'avais été intensément égoïste depuis que j'étais petite fille, que j'amassais mon argent de poche pendant que mon frère n'avait rien, et que forcer cette affaire juridique n'était que la continuation de ma cruauté de toute une vie. L'envie de me jeter de l'autre côté de la table en acajou et de lui serrer la gorge était aveuglante. Ma poitrine se soulevait, et ma vision s'est assombrie sur les bords, mais Nathalie m'a donné un coup de pied sec à la cheville sous la table. J'ai serré les mâchoires. J'ai goûté le cuivre. Je suis restée complètement silencieuse et j'ai laissé Nathalie faire le travail de dissection. Elle a ignoré leur théâtre émotionnel et a commencé à les guider à travers la chronologie, les piégeant dans les contradictions flagrantes entre leurs affirmations d'un emprunt familial temporaire et leur annonce immobilière secrète destinée à cacher leurs propres actifs. Nous étions en train de gagner. La défense s'effritait visiblement sous les questions implacables de Nathalie. Puis leur avocat principal, un homme fuyant avec un costume très cher, a ouvert son porte-documents en cuir. Il a sorti une simple feuille de papier et l'a fait glisser sur la table. C'était un email imprimé. J'ai immédiatement reconnu le formatage. Il provenait d'un échange que j'avais eu avec mes parents il y a 4 ans, à l'époque où ils faisaient refaire leur toit, et que l'entrepreneur avait besoin qu'une servitude soit signée pour la ligne de propriété. L'avocat avait surligné une phrase spécifique que j'avais tapée à la fin d'un long paragraphe. On y lisait, « Si vous avez besoin de mon aide avec les papiers de la maison, prévenez-moi juste à l'avance. » Nathalie a fixé le papier. Elle a immédiatement demandé une suspension de séance de 15 minutes. Elle a attrapé mon bras et m'a tiré dans le couloir vide, la lourde porte en bois se refermant solidement derrière nous. Son visage était pâle. Elle a brandi le morceau de papier, sa voix baissant dans un chuchotement dur et urgent. « C'est un problème massif, » a dit Nathalie, ses yeux plongeant dans les miens. Le contexte est tout pour nous. Mais pour un jury de 12 inconnus, c'est un cauchemar. C'est étirement ambigu. Si leur avocat retourne ça correctement, cette seule phrase pourrait complètement diluer l'élément du non-consentement. Elle pourrait transformer une condamnation pour fraude aggravée coordonnée en un malentendu familial confus. Les murs en acajou du tribunal judiciaire de Lyon ressemblaient à l'intérieur d'une cocotte minute. Le procès pénal a commencé par un mardi matin pluvieux, et la défense a immédiatement lancé son récit méticuleusement conçu. Leur avocat principal, un homme théâtral nommé Maître Renard, a passé sa déclaration d'ouverture à dépeindre mes parents comme des victimes vieillissantes, analphabètes sur le plan technologique, face à un système financier confus. Il m'a présenté comme la fille riche, hyper indépendante et totalement impitoyable qui utilisait un petit malentendu familial pour exercer une vengeance brutale pour de mesquines rancunes d'enfance. Quand j'ai été appelé à la barre des témoins, l'air dans la pièce est devenu lourd. Maître Renard faisait les 100 pas devant le box des jurés, tenant l'unique feuille de papier qu'il avait dévoilée lors des dépositions civiles des semaines auparavant. Il a claqué l'email imprimé sur le rebord en bois devant moi. Il a lu la phrase isolée à voix haute, sa voix tonitruante d'une indignation fabriquée, soulignant mon offre d'aider avec les papiers de la maison. Il s'est penché de près,
exigeant que j'admette devant les 12 jurés que j'avais précédemment ouvert la porte à l'utilisation par mes parents des documents de ma propriété. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais mon visage est resté un masque de calme absolu. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé directement le jury et expliqué le contexte réel. J'ai déclaré clairement que l'email avait été envoyé il y a 4 ans lorsque mes parents avaient affaire à un entrepreneur en toiture prédateur. J'avais proposé de relire les servitudes de leurs limites de propriété et les contrats de réparation. Je n'avais jamais, à aucun moment de ma vie, offert de les laisser utiliser ma maison comme garantie pour de l'argent. Renard s'est moqué, tentant d'écarter mon explication d'un geste de la main, mais il venait de marcher droit dans le piège que Nathalie et la procureure Dubois avaient préparé. Lors du contre-interrogatoire, Dubois s'est approchée de la barre. Elle n'a pas apporté une simple feuille de papier. Elle a apporté un panneau d'affichage géant. C'était le fil de mai complet imprimé avec les métadonnées numériques vérifiées montrant la date, l'heure et l'origine du serveur exact. Elle m'a demandé de lire la phrase suivant immédiatement celle que Renard avait isolée. Je me suis penchée vers le microphone. Ma voix a résonné sèchement dans le tribunal silencieux. J'ai écrit, et je cite, « Cependant, pour être absolument clair, je ne co-signerai aucun accord et je n'utiliserai pas ma maison comme garantie pour aucun prêt, en aucune circonstance. » Un changement palpable a parcouru le box des jurés. Plusieurs jurés ont visiblement froncé les sourcils, tournant des regards noirs vers la table de la défense. Le visage de Renard est devenu d'un cramoisi profond et laid. L'omission délibérée de cette deuxième phrase a détruit tout leur récit de consentement implicite. Cela prouvait que j'avais explicitement interdit le crime exact qu'ils avaient commis. À partir de là, Dubois a méthodiquement démantelé ce qui restait de la défense de mes parents. Elle a été chirurgicale. Elle a présenté les images de sécurité haute définition de l'agence bancaire, montrant clairement le courtier professionnel glissant les documents à mes parents. Elle a fait venir un expert en vérification de l'État qui a témoigné que le sceau notarial était un faux bon marché commandé par correspondance. Ensuite, Dubois a passé l'enregistrement audio du message vocal de mon père au paysagiste, entendre sa voix arrogante et dédaigneuse résonner dans la salle d'audience, se vantant que sa fille ne remarquerait jamais l'argent manquant. A complètement éradiqué l'image du vieil homme confus et sans défense. C'était le son d'un sentiment de supériorité prédateur et calculé. Le sommet émotionnel du procès est arrivé le jeudi après-midi lorsque tante Irène a pris la barre. Elle avait l'air fragile, ses mains tremblant pendant qu'elle ajustait ses lunettes, témoigner contre son propre frère la déchirait visiblement, ce qui donnait à chaque mot qu'elle prononçait un poids dévastateur. Sous serment, Irène a raconté le barbecue dans le jardin. Elle a regardé ses genoux, sa voix vacillant alors qu'elle confirmait que Martine l'avait prise à part dans un couloir. Irène a témoigné que ma mère avait spécifiquement demandé comment quelqu'un pouvait utiliser une procuration médicale restreinte dans une banque commerciale. Ma mère était assise à la table de la défense, la posture rigide, refusant de croiser le regard de sa sœur. Le témoignage d'Irène a été le dernier clou dans le cercueil de leur défense de l'ignorance. Cela prouvait une préméditation absolue et indéniable, mais l'accusation avait gardé l'élément le plus explosif pour la fin. Le vendredi matin, Damien a été appelé comme témoin hostile. La bulle protectrice que nos parents avaient mis 30 ans à gonfler autour de lui avait complètement disparu. Il avait l'air terrifié, transpirant à travers le col de sa chemise. Renard a essayé de le guider, essayant d'établir que Damien n'était qu'un spectateur innocent qui croyait que les fonds provenaient des économies de retraite légitimes de nos parents. Damien hochait la tête frénétiquement, agrippant les bords de la barre, mais sous le contre-interrogatoire, Dubois a mis la pression. Elle a posé une rafale de questions sur la chronologie, les contrats de franchise et l'afflux soudain d'argent pour rembourser ses dettes de jeux illicites. Damien a commencé à hyperventiler. Ses réponses sont devenues défensives, embrouillées et contradictoires. Dubois s'est approché, brandissant le reçu de l'acompte du bail commercial, et lui a demandé à bout portant pourquoi il n'avait jamais remis en question la réception d'une somme à 6 chiffres 48 heures après une réunion de famille secrète. Damien a craqué, sa voix montant dans les aigus, en une plainte paniquée. « Je ne les ai pas forcés à le faire », a-t-il crié, les larmes aux yeux. Ils m'ont dit qu'ils prenaient l'argent sur la maison de Camille.
J'ai su d'où ça venait avant d'acheter l'équipement du restaurant, mais ils ont dit qu'elle allait juste rembourser. C'était leur idée. La salle d'audience a explosé en un sourd grondement de halètements et de murmures qui se chevauchaient. Le juge a frappé lourdement son marteau, exigeant le silence. Damien s'est effondré sur son siège, sanglotant ouvertement dans ses mains. Venant juste d'avouer au dossier public avoir sciemment reçu et dépensé des biens volés, mes parents sont restés parfaitement immobiles, le visage vidé de toute couleur. Leur enfant chéri. Le fils qu'ils avaient commis de multiples crimes pour protéger venait de les balancer haussièrement pour sauver sa propre peau. Quelques heures plus tard, les plaidoiries finales se sont terminées. Le juge a lu les instructions finales au jury concernant les accusations de fraude financière aggravée, d'usurpation d'identité et de complot. L'huissier a ouvert la lourde porte latérale, et les 12 jurés sont sortis de la pièce pour entamer leur délibération. Les lourdes portes en chêne se sont refermées, plongeant la salle d'audience dans un étrange silence bourdonnant. Nathalie a posé une main rassurante sur mon épaule, mais je l'ai à peine sentie. Je suis restée assise, parfaitement immobile sur le banc de la galerie en bois. Mes mains agrippaient le bord du siège si fort que mes jointures me faisaient mal. Absolument toutes les preuves avaient été présentées. Toutes les vérités laides et indéniables concernant ma famille avaient été traînées dans la lumière. J'avais tout fait à la perfection. Mais alors que je regardais le box vide des jurés, la réalité terrifiante s'est abattue sur moi, l'issue finale n'était plus entre mes mains. Le jury a délibéré pendant exactement 9h14. Quand les 12 hommes et femmes sont finalement rentrés dans la salle d'audience du Rhône, l'air semblait assez épais pour s'y étouffer. Je me suis levée, Nathalie juste à côté de moi, alors que le président du jury remettait le bout de papier plié à l'huissier. Le juge a ajusté ses lunettes et a lu le verdict à voix haute. Coupable de tous les chefs d'accusation de fraude financière aggravée. Coupable d'usurpation d'identité aggravée. Coupable de complot en vue de commettre une falsification. Je n'ai pas pleuré. Il n'y a pas eu d'effondrement dramatique. Pas d'explosion soudaine de larmes. Au lieu de cela, j'ai laissé échapper un long et lent soupir, sentant un poids immense et écrasant se soulever de ma poitrine. C'était exactement comme sortir d'une pièce sombre sans fenêtre et respirer de l'air frais pour la toute première fois de ma vie. Le tribunal est passé rapidement à la phase de restitution. Le juge a été sans pitié. Il a ordonné la saisie immédiate et la vente aux enchères publiques du pick-up noir et de tout l'équipement de restauration commerciale se trouvant dans l'entrepôt loué par Damien. Parce que la rénovation de la cuisine était attachée de façon permanente à la propriété de mes parents, le tribunal a imposé un privilège judiciaire massif sur leur maison, ils ne verraient pas un seul centime de bénéfice lorsqu'ils la vendraient finalement. Chaque centime serait redirigé directement vers les institutions lésées. Plus important encore, forte de la condamnation pénale, l'équipe juridique de la banque a officiellement dissous le prêt frauduleux de 200 000 € attaché à mon nom. Ils ont purgé l'état d'impayé et effacé totalement l'avertissement de saisie de mon titre de propriété et de mon historique de crédit. Ma maison était de nouveau officiellement et indéniablement la mienne. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 3 semaines plus tard. C'est alors que la procureure Dubois a porté le coup final et dévastateur à ce qui restait de dignité à mes parents. Elle a officiellement soumis la preuve de leur deuxième tentative ratée d'ouvrir une ligne de crédit de 50 000 € à la caisse d'épargne régionale en utilisant mon identité volée. Elle a présenté cela au juge comme une circonstance aggravante, prouvant sans l'ombre d'un doute qu'il ne s'agissait pas d'un acte ponctuel de panique désespérée pour sauver leur fils. C'était le début d'une campagne calculée et systématique pour assécher mon existence financière. Ayant eu l'opportunité de s'exprimer avant la sentence, mes parents ont montré leur vraie couleur une dernière fois, se tenant devant le juge dans la tenue standard de détention. Ils n'ont offert absolument aucun remords. Patrice m'a fixé avec un venin pur, déclarant pour le compte rendu officiel du tribunal que leur famille était détruite aujourd'hui, non pas à cause de ce qu'ils avaient fait, mais parce que j'avais froidement choisi l'argent plutôt que ma propre chair et mon propre sang. Martine a pleuré bruyamment, hochant la tête avec lui, jouant la martyre tragique, jusqu'à la seconde même où les gardiens les ont emmenés. Ils étaient fondamentalement incapables de prendre leurs responsabilités. Cela a cimenté ma résolution. Il n'y avait plus rien à pleurer. Ce soir-là,
Alors que j'étais assise dans ma voiture sur le parking du palais de justice, mon téléphone a vibré. C'était un énorme bloc de texte de Damien. Il avait évité la prison en collaborant avec la justice, mais il faisait face à une ruine financière totale. Son message était une supplique frénétique et pathétique, demandant une dernière faveur financière pour l'aider à éviter la faillite personnelle. Il promettait de changer. Il promettait de me rembourser. 1 an auparavant, ce message m'aurait envoyé dans une spirale de culpabilité et d'anxiété. Aujourd'hui, j'ai simplement fait une capture d'écran. J'ai glissé le fichier image dans mon dossier juridique sécurisé. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts, sélectionné le numéro de mon frère et appuyé sur bloquer. Je n'ai pas tapé un seul mot en réponse. C'était une minuscule action silencieuse, mais c'était le point culminant absolu de ma libération. Le cycle d'abus et de facilitation qui durait depuis des décennies était officiellement rompu. Je suis rentrée chez moi, dans le quartier de Montchat. J'ai franchi la porte d'entrée, fermé le verrou à clé et je suis entrée dans mon salon. Je me suis assise sur mon canapé pour la première fois de toute ma vie d'adulte. Je n'ai pas ressenti le besoin de garder un œil sur mon téléphone. Je ne me préparais pas à une crise fabriquée. Je n'attendais pas une demande d'argent d'urgence. La maison était complètement silencieuse. Et pour la première fois, ce silence me semblait totalement sûr. 6 mois plus tard, je me tenais à l'avant de la salle de conférence principale du Bureau d'évaluation des subventions publiques. Nous organisions un séminaire de formation interne pour nos analystes juniors sur la reconnaissance des indicateurs subtils de l'exploitation financière. J'ai cliqué sur la télécommande de présentation, passant à une diapositive détaillant la hausse statistique des usurpations d'identité intrafamiliales. J'ai regardé la salle remplie de jeunes professionnels qui prenaient des notes. Je ne leur ai pas raconté mon histoire personnelle. J'ai gardé une voix mesurée, professionnelle et autoritaire. Mais chaque mot que je prononçais était enraciné dans la vérité absolue et durement gagnée de ma survie. Je leur ai dit que la proximité ne rime pas avec sécurité. J'ai expliqué que les prédateurs financiers les plus dangereux portent rarement des masques de ski. Ils ont souvent les clés de votre porte d'entrée et connaissent votre deuxième prénom. Et alors que je clôturais le séminaire, j'ai regardé directement la foule et j'ai livré la leçon finale: partager le même sang avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de voler votre vie.